sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphones Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. 100% sport. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, bien sûr, sur notre radio, sur notre deuxième direct de la soirée avec notre émission que vous avez l'habitude de retrouver tous les lundis maintenant, puisqu'en plus l'actualité oblige, c'est l'émission 100% sport. Avec des invités ce soir, on va commencer par eux, les amis, par nos deux invités. Le président du rugby club Webb-Ellis, vous avez compris pourquoi, c'est monsieur Jean-Baptiste Martini. Salut Jean-Baptiste. Bonsoir. Voilà, bonsoir on t'entend très bien. Et le président de l'AS Bordeaux, on a deux présidents ce soir, de l'AS Gorbio, c'est notre ami Fabrice Sursigny. Salut Fabrice. Salut, bonsoir à tous. Voilà, très content de vous retrouver. On va parler, vous avez bien compris les amis, on va démarrer tout de suite en parlant trail de Gorbio, on va parler trail et on va parler rugby. Il faut récupérer le troisième micro, voilà, vous avez tout compris. Avec nous ce soir pour m'accompagner, toujours la côté féminin de l'équipe, c'est notre chère Nathalie. Bonsoir Nathalie. Coucou à tous. Tu peux mettre le micro devant toi plutôt. Voilà, du coup. Alors on va vous mettre aussi tout à l'heure à l'antenne parce qu'on les a aussi à l'image. Là je suis cadré sur nous. Notre petit jeune stagiaire qui nous accompagne, qui vient de Nice, c'est Nathan. Salut Nathan. Bonsoir à tous, de retour encore une fois. Deuxième fois qu'il arrive en retard, juste à la limite de la cloche, notre cher Pascal. Ça sera carnet correspondance la prochaine fois. Est-ce qu'on m'entend déjà? On t'entend très bien, mon cher Pascal. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et je vois que je suis déjà mis à la retraite de force. Et le petit vient a pris ma place. Pardon. Avec nous, bien sûr, celle qui d'habitude bonjour en premier, c'est Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Voilà, et puis papa derrière, Mika. Salut Mika. Bonsoir à tous. Mets-toi le micro à ta hauteur, voilà, c'est bon. Bon, je peux le mettre. Et celui qui me prépare le conducteur tous les lundis soirs, c'est mon cher Thierry. Salut bonsoir. Thierry. Bonsoir tout le monde. On est parti pour une émission qui ressemble un petit peu à ce qui se passe sur les grandes télés. Hein. On va dire, nous, on est à Menton, mais on fait presque pareil. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? D'ailleurs, il paraît qu'à l'équipe essaye. magazine, ils ont demandé les deux invités qu'on a ce soir, et ils ont refusé d'y aller parce qu'ils étaient chez nous. D'accord, ok, C'est génial. beau. On vous en remercie. On va démarrer tout de suite avec l'actualité sportive du moment. Les amis, vous pensez, on parlait de quoi? Coupe du monde de Ah, rugby. un peu. Rugby, forcément. du monde de rugby. En plus, on a la chance, donc je vais vous le mettre à l'image de suite. On a la chance d'avoir avec nous le président de l'AS, du Web Rugby Club Webb-Ellis, puisqu'en plus, on a même eu la chance, vous savez quoi, d'avoir la Coupe du Monde qui est venue à Menton. Ah oui. Voilà, merci mon cher. Vous avez bien fait d'écarter les micros, effectivement. Voilà, on vous voit Et bien. oui, elle est venue la Webb-Ellis Cup. Alors, C'était bien. En plus, on avait le qu'est-ce que tu as ressenti? du plaisir. Déjà pour le club, parce que les enfants de l'école de rugby, les dirigeants, les éduques, les joueurs, les citrons pressés, tout le monde a pu voir la vraie. Parce que vous savez qu'il y a 3 trophées, exactement. Il y a l'original. Ah alors je savais pas, je vais apprendre quelque chose. Voilà, et donc on a eu la vraie, qui était donc amenée par une charmante demoiselle en gants blancs. Tout un protocole. Et par le président de World Rugby, qui est Bill Beaumont, qui est un ancien joueur anglais, et qui aujourd'hui est le big boss de la Fédération internationale de rugby, qui s'appelle World Rugby. Voilà. D'accord. Et on avait la chance, on a Webb-Ellis qui est enterré à Menton, donc le fondateur, le créateur de la Coupe. Il y en a qui remettent ça en question, j'ai vu sur les réseaux, il y en a qui doutaient de ça. Mais c'est pas le créateur de la Coupe du Monde, c'est le créateur du sport carrément. Alors, on va nuancer un peu les choses. C'est quand on parle de fondateur, c'est-à-dire celui qui a fait le geste. Et ce geste-là, ça s'apparente un peu au rugby moderne aujourd'hui, parce que quand il fait le geste, c'est lors d'une partie de football gaélique, même pas. Freestyle. Non, c'est du football qui se pratiquait au pied à la main à l'époque. C'était un peu du gagne-terrain, et puis lui il a couru avec, et ça a été ce geste-là qui après a été un peu la fondation des règles. Et après, comme à la rugby school, il y a des gens qui sont des enfants d'un certain niveau, on va dire. Après, tout s'est divulgué en Angleterre et puis dans les colonies anglaises. Mais
Aujourd'hui, quand tu parles rugby, tu peux l'assimiler au calcio antico qui se pratique à Florence lors du Palio. Tu peux aussi l'assimiler à la Soule, qui était un jeu qui se pratiquait en France entre deux villages. On définissait un objet et puis il fallait ramener l'objet dans le village et puis bon, tout le coup, était un peu permis. Ouais. C'est pour ça qu'aussi ça a été à un moment donné un peu réfréné. Ça les a vite saoulés. Non, mais dans l'histoire, il y a eu des jeux qui s'apparentaient pas mal au rugby. Après, voilà, il fallait que les Anglais définissent un point de départ. Et le point de départ, c'est celui-ci. Alors après, effectivement, les Irlandais, les Écossais aussi ont un peu leur interprétation des choses. Mais bon, aujourd'hui, ça a été défini comme ça. Et la chance qu'on a, c'est qu'il est ici chez nous. Il est enterré donc au cimetière du Vieux Château. Ouais. Du Vieux Château, effectivement. Tout un protocole, j'ai vu. Alors la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous avez suivi. Vous avez suivi ou pas, les amis? Donc la Coupe du Monde a été présentée devant la basilique Saint-Michel. Chez nous aussi, c'est important. Et avec tout un protocole, comme il dit, il y avait les gants blancs, ils ont déposé sur la tombe, il y a des photos qui ont été prises, c'était génial. Alors c'est quoi ces 3 coupes en fait? En fait, si vous voulez, il y a un trophée, il n'y en a qu'un. Maintenant, par rapport à tout ce qu'ils doivent organiser, ils ne peuvent pas toujours avoir la Coupe du Monde où ils veulent, quand ils veulent. D'accord. Donc on va dire qu'il y a un original et il y a 2 copies. Des répliques. Voilà, alors pourquoi nous on a eu l'original? Par rapport à la tombe de Webelis, par rapport à la symbolique, par rapport au fait qu'effectivement Webelis est enterré ici. Après, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était que c'était accessible. Oui. C'est-à-dire que tu n'avais pas un périmètre de 10 mètres avec 4 mastards au milieu. Je veux dire, voilà, on a pu l'approcher. Prendre des photos avec. Interdiction de la toucher, mais voilà, tout le monde s'est très bien tenu, ça s'est bien passé, une jolie photo, tout le monde en a profité, que ce soit les amateurs de rugby comme les néophytes. Donc voilà, tout le monde a pu en profiter et moi c'est ce que j'ai particulièrement apprécié parce que des fois trop de protocole tue le protocole, on va dire. Alors cette Coupe du Monde de rugby, tu la vis comment, moi, mon cher Jean-Baptiste, en ce moment? Déjà, attends, on a eu une très très belle ouverture. Oui. Parce que taper les Blacks à la maison, premier match, en ouverture du tournoi, c'était pas gagné d'avance. Ouais. Et on était un peu emprunté, un peu stressé en première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est lâché. Pour eux aussi, hein. Ils n'étaient pas au début, c'était. Ouais, mais la petite touche de French Flair qu'on leur a mis en deuxième mi-temps, ça les a déstabilisés et je pense qu'effectivement cette folie-là un peu française, on a réussi à faire le break. Après derrière, il y a l'Uruguay où je pense que... Alors là, notre avis, nous on en a parlé la semaine dernière, on était tous, surtout Thierry, et on n'a pas compris qu'on change complètement l'équipe. Mais attends, à un moment donné, tu as quand même une compétition qui est longue. Tu démarres le 8 septembre, tu finis le 28 octobre. Et au milieu, il faut quand même que les gars puissent garder le rythme. À un moment donné, si pendant un mois, tu as un mec qui joue pas parce que y a un autre qui est meilleur... On s'est fait un peu peur au début. Hein. Si je peux me permettre, je comprends tout à fait ce que tu dis et à chaque fois que j'en parle d'ailleurs, tout le monde est contre moi là-dessus. Moi, je pense quand même qu'il fallait faire très attention parce que l'Uruguay, certes, c'est pas une équipe de top players, on est bien d'accord. Ce sont des Sud-Américains. Et par définition, les Sud-Américains, j'avais dit que c'était des chiens, ce sont des coyotes. C'est-à-dire que les mecs, ils ont la bave aux lèvres. Donc si tu veux faire tourner ton effectif, je pense que les remplaçants savent très bien pourquoi ils sont remplaçants. C'est normal qu'on fasse tourner. Tu avais la Namibie qui arrivait derrière et sans leur faire injure, on savait que c'était l'équipe la plus faible. Il était quand même, pour moi... Je ne vais pas critiquer Galtier, que je trouve extraordinaire. Non, mais est-ce que c'était pas plus logique de faire tourner contre la Namibie? Exactement. Parce que là, changer 12 joueurs sur 15, crois-moi que dans les 20 premières minutes, au bien malin, celui qui pourrait dire qu'on arrivera à s'en sortir, parce qu'à un moment donné, on se sentait quand même assez mal. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, stratégiquement, c'est vrai que tu aurais peut-être pu faire plus de turnover contre la Namibie que contre l'Uruguay. Ça nous aurait évité d'avoir Antoine Dupont. Après, sans même aller jusque-là. Non, moi je pense qu'il n'aurait pas dû jouer la Namibie, Antoine Dupont. Moi personnellement. Il pouvait sortir la mi-temps. Ouais, mais attendez, Galtier, n'a pas de chance. Hein. Galtier, c'est pas Madame Irma. Non, voilà, je veux dire, il a prévu de le sortir à la 55e, il se blesse à la 46e. S'il se blesse pas, personne n'en parle. Mais c'est sûr. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Alors après, faire tourner peut-être plus sur l'Uruguay, plus sur la Namibie. C'est vrai que contre l'Uruguay, c'est une équipe un peu plus forte. Mettre les meilleurs contre l'Uruguay, pourquoi pas. Contre la Namibie, vous avez tous vu le match. Hein, c'était mais moi, du coup, mais sincèrement, c'était beau, c'était génial. Tu mets pas 96 points tous les jours. De voir une équipe qui s'éclatait comme ça. Non, mais moi j'étais heureux de regarder. Je l'ai regardé le match. Je zappais entre ça et Marseille. Mais Galtier, t'es viré sur le rugby. Galtier n'est pas resté longtemps sur Marseille. Non, alors non, parce qu'il perdait 2-0, donc du coup je suis resté sur le rugby. C'est après que j'ai vu. Galtier a dit en conférence de presse, il y avait un joueur à côté de lui et il a dit aux joueurs, parce que justement par rapport à la Namibie, pour remettre encore une équipe bis, il a dit non, il faut qu'il joue.
faut qu'ils aient du temps de jeu en fait. C'est ça, c'est-à-dire que sinon, quand tu as une compétition qui dure 2 mois comme ça, les gars, il faut quand même qu'ils puissent avoir du jeu au moins toutes les 2-3 semaines. Ça c'est normal, mais je reviens encore sur le truc. Moi je pense, je peux me tromper, mais malheureusement les événements me donnent un petit peu raison quand même. Mais je pense qu'effectivement il faut quand même tenir compte un peu de l'adversaire et faire attention. Parce qu'imagine une seconde que ça se passe beaucoup plus mal contre l'Uruguay. Et c'était parti dans ces directives-là. Je dis, on aurait dit quoi? Si à l'arrivée on faisait un pitoyable match nul et tout, on risquait de louper peut-être les sorties de poule à cause de ce match à la con. Excusez-moi l'expression, je veux dire. Alors tu savais que contre la Namibie, tu mettais même Astoy, il aurait été certainement peut-être le number 1 de l'équipe. Ouais, mais regarde, contre l'Uruguay, tu fais beaucoup de changements. Sur ce match-là, les mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer souvent, normalement, ils doivent rentrer le couteau entre les dents et faire de belles choses pour prouver. À l'arrivée, ils se sont rendus compte que ouais, j'ai compris. Ces gars-là étaient un peu en dedans et qu'ils n'ont pas profité de l'occasion. Et donc derrière, ils se sont dit, contre la Namibie, il faut mettre la grosse équipe. Et puis voilà. Après, pour le cas Dupont, je suis désolé. Non, mais ça, c'est un accident. On peut pas le jeu malheureux. Impossible. Non, mais Galtier, je pense qu'il a complètement eu raison parce qu'en vrai, c'est un match record. C'est notre plus large victoire en Coupe du Monde. Donc c'était une bonne chose de mettre tous les titulaires en vrai dans ce match. Oui, et puis c'est aussi une montée en puissance. Ouais, tout ça. Parce que tu prends la Namibie, tu leur mets 96 points. Derrière, c'est l'Italie. Derrière, ça va être très certainement l'Afrique du Sud. Ah bah oui. Donc alors, après, t'as que des gros matchs. Tu penses qu'on finit premier du groupe, c'est ça Oui, complètement. Si on suit la logique des choses, je pense que on battra l'Italie. Alors, toi qui es spécialiste, pardon, excusez-moi, qui voulait parler? Non, moi j'allais dire, je pense que le plus dur a été fait. Enfin, maintenant, c'est. Oui. L'Italie sont costauds. Faut faire attention, Ça reste largement à notre portée. Oui, tu vas battre l'Italie. Alors, ça nous donnera l'occasion tout à l'heure de parler un peu des retransmissions, puisqu'il y a quand même pas mal de travail qui a été fait par le Recul Willis. Ma question, c'est toi qui es spécialiste, tu préfères l'Australie ou l'Irlande à prendre? Non, l'Afrique du Sud. Pardon, excuse-moi, l'Australie sont dehors. Dans la maison. Quasiment. Écoute, j'ai regardé le match samedi soir, Irlande-Afrique du Sud. Magnifique. Je peux vous dire que ça a tapé fort. C'était une finale à l'heure. Le score très petit, quoi, c'est incroyable. Non, mais petit score, mais je peux te dire que sur le terrain, ils se sont pas manqués. Ça a tapé très fort. Et je pense que les Sud-Africains sont meilleurs, mais les Irlandais sont plus malins. D'accord. Donc perso, je préfère peut-être prendre les Sud-Africains que les Irlandais. Je pense que les Box, ce qui les a un petit peu tués, c'est qu'ils ont été assez maladroits au pied, quoi. Parce qu'ils ont pas mal. Mais les Sud-Africains aussi, hein. Les Sud-Af étaient très bons en touche aussi. C'est les Box, je dis, c'est eux qui ont été mauvais au pied. Oui. Les Springboks, si vous voulez dire. Ils ont loupé 12 points au pied, les Sud-Africains. Mais après, on a vu que sur les touches, ils étaient très bons à la récup. Mais par contre, le problème avec les Irlandais, c'est que dans l'impact, dans l'intensité. Et qu'est-ce qu'ils sont forts quand même. Ils auraient pas attention. Non, mais ce qui se passe, c'est que un gros test. Tous les joueurs irlandais que tu as sur le terrain sont issus en majorité d'une province qui s'appelle le Leinster. Donc ils jouent ensemble depuis très longtemps. Ouais, donc c'est simple, ils jouent ensemble en club et ils jouent ensemble en sélection. Donc ils jouent tout le temps ensemble. Et sur une belle génération, ça peut faire la différence. Ouais, ça rappelle un peu l'Espagne au foot. Ouais, ce que j'allais dire, j'y ai pensé. Il y avait que du Barça et Real. Ou du Real. Alors, tu peux nous dire un petit peu, après on va arriver bien sûr à la Scorpio, mon cher Fabrice, mais on va aborder d'autres sports ce soir, Formule 1, MotoGP, basket, vous allez rester avec nous parce que je sais que vous aimez bien commenter aussi le sport. Ce que vous avez fait, du coup il y a une très belle mise en place par le Rugby Club Wabilis pour vivre les matchs, vivre ce moment... Alors, c'est pas une fan zone, on n'a pas le droit de le dire. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, les seules fan zones autorisées pendant l'événement de la Coupe du Monde, ce sont les villes hautes, c'est-à-dire les villes qui accueillent des matchs. Pour les autres, ça s'appelle des festivals rugby, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de diffuser sur la voie publique, sur écran géant les matchs. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est que ce soit quelque chose de fermé où tu fais payer l'entrée. Voilà. D'accord, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc là, c'est ouvert au public. Depuis le début de la compétition, on a diffusé tous les matchs de l'équipe de France sur l'écran géant, sauf jeudi dernier parce que annulé à cause de la pluie. C'était un peu mouillé. Oui. Et puis le 6 octobre prochain, j'espère que pour le match contre l'Italie, et en plus on est bien placé pour ça puisqu'on est à la frontière. Ça va être chaud là. J'espère qu'il y aura du monde. Alors moi j'ai vu, je suis passé 2 fois devant, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Contre les Blacks, oui. Il y avait du monde. Je dirais même que on a été un peu victime de notre succès. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on a fait des deals avec des commerçants locaux. Donc il y a possibilité de se restaurer, de s'hydrater sur place. Il y a la Mantounasque, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a la Mantounasque, il y a Saint-Maron, il y a le Mitron, il y a le food truck aussi chez Jules. Voilà, tout le monde joue le jeu et ça permet d'avoir une diversité de propositions.
Et puis surtout que les gens se rassemblent en famille, entre amis, et puis ils profitent de l'instant, quoi. Donc ça, c'est un peu le côté festif de tout ce qu'on a fait. Il y a toujours le parcours Webelis qui est installé en ville. Les 21 QR codes là, qui permettent de remonter l'histoire du rugby, de partir de l'office du tourisme et d'arriver directement à la tombe. Voilà. Donc ça, c'est lisible, audible sur du numérisé en français, anglais et en italien. Après, tout dernièrement, là, c'était depuis la semaine dernière, la mairie a installé des totems sur l'esplanade des Sablettes avec divers thèmes qui sont abordés. Tu as notamment les règles, les 10 règles de base ainsi qu'un lexique autour du rugby. C'est ça qu'il faut que j'aille voir. Donc les règles sont expliquées et quantifiées par les dessinateurs de la BD Rugbymen. D'accord. Moi aussi, il y a des règles que j'ai pas compris. Moi. Ah bah moi j'ai pas compris. Moi, il y a des trucs il va me donner l'explication. C'est quand un Français dégage le ballon en touche et que c'est quand même nous qu'on a la touche. C'est le 50-22 ça. Exactement. Ça s'appelle le 50-22. Mais alors ça, c'est une règle qui a changé il y a pas très longtemps. Oui, c'est assez récent. Hein. C'est-à-dire qu'avant, quand tu tapais au pied, la balle changeait de camp. C'est-à-dire que c'était l'équipe adverse. Mais sauf que quand tu tapes dans tes 22 et que tu arrives à trouver une touche dans leur 22. Ouais, alors de plus de 50 mètres chez l'adversaire, mais il faut qu'elle ait tapé le sol avant de sortir. Là, il y a touche, mais pas pour l'adversaire. Tu la récupères parce qu'il considère que c'est un geste d'une grande classe offensif. Donc il te donne la possibilité de la balle. Donc oui, ça c'est le 50-22, ça permet de gagner beaucoup de mètres et peut-être de se retrouver en position de marquer un essai. Sur les matchs que j'ai vus, je sais pas vous, mais c'est là où j'ai trouvé que l'équipe de France était très forte au jeu au pied. Moi ça m'a surpris, alors je suis pas un expert rugby, mais justement je trouvais que ça tapait beaucoup au pied. Antoine Dupont, il te met énormément la balle de camp à camp. En fait voilà, je comprends maintenant. Est-ce que cette règle n'a pas... Enfin, comment dire. Alors, du coup, c'est beaucoup plus maintenant. Du jeu au pied, il y en avait avant. Oui, mais du coup, plus. Sauf que avec le 50-22, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Oui. Si tu y arrives, je peux te dire que tes gros, ils sont très contents d'aller jouer dans les 30 derniers mètres adverses. Il y en a pas tant que ça, des 50-22 quand même. Il y en a peut-être 2-3 par match. La France, moi, j'ai trouvé que la France jouait beaucoup au pied, quoi. Oui, mais c'est peut-être que là qui va être préjudiciable, si tant est qu'elle soit effective, l'absence de Dupont, parce que Dupont, c'est remarquable au pied. Il est remarquable. Et c'est vrai que Lucu, par exemple, sans lui faire injure, qui est pour moi un bon demi-mêlée, mais qui est relativement neutre, quoi. Il n'a pas de fantaisie. Je lui préfère Couillou, moi, personnellement. Hein, mais je pense que c'est l'autre qui va jouer, puisqu'il est associé à Jalibert à Bègle, donc, à mon avis, à Bordeaux. Donc, on va certainement voir Lucu, mais il est beaucoup moins bon au pied, quoi. Enfin, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Aujourd'hui, alors, il faut savoir quand même que le rugby, ça a toujours été un peu le cas. Hein. C'est aussi un jeu de gagne-terrain. Et le jeu au pied, encore une fois, peut te permettre de gagner du terrain relativement facilement, d'aller mettre la pression sur ton adversaire et de créer des occasions de jeu, notamment pour les gros, sur des pénales touches ou sur du jeu un peu plus ouvert. Mais le pied a toujours existé. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, le 50-22, on en a parlé déjà, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, alors nous, Français, on a tendance à l'utiliser notamment pour créer de l'incertitude. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un des essais contre la Namibie où on est dans les 22 derniers mètres. Dupont se retourne, coup de pied, et puis c'est. Il lui met dans les bras. Et puis c'est cadeau pour notre ami Penaud. Ouais, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui le pied a vraiment une dimension. Et ça a été renforcé par le 50-22, vraiment une dimension. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé le match hier. L'Australie a essayé de faire ça et à plusieurs reprises ils ont tiré carrément dans le but, ils ont loupé, donc comme quoi la précision est importante. Et l'avantage d'un gars comme Dupont, c'est qu'à chaque fois qu'il fait ça, ça tombe carrément dans les rois du bec, quoi. Je veux dire, donc c'est la différence, elle est là. Hein. C'est vrai. Après, j'ai vu concernant Dupont, il se pourrait qu'il puisse être rétabli pour attaquer. Alors, écoute, on disait au départ, ils vont tout faire pour. C'était ma question et en fait, c'était pour clôturer la partie rugby. La France Antoine Dupont, la France peut-elle gagner sans Dupont? Moi, je pense que oui. Enfin, alors, je comprends que tout le monde soit paniqué par le fait que Dupont est blessé, donc voilà, je suis désolé, l'équipe de France elle est capable de gagner sans Dupont. On a été en finale de la Coupe du Monde sans Benzema. Moi je pense que le faire revenir trop tôt, c'est pas lui rendre service à lui. Non. Parce que si tu le fais revenir sur un match contre les Sud-Africains en quart, c'est le meilleur moyen pour être chargé direct. Pour moi je te le dis, il a un point rouge entre les deux yeux. Parce qu'ils vont chercher à le démonter. Ah oui, bah oui. Bah après c'est le jeu, hein, faut pas se mentir. Clairement. Ouais, mais je pense que Lucu et Couillou peuvent faire la maille sur ces matchs-là. Ils sont si méchants que ça, les rugbyman.
Non. Non, mais après, ça, c'est un sport de contact. On aime beaucoup se faire des bisous sur le terrain. Non, mais c'est un sport de contact. C'est comme tout sport. Surtout l'Afrique du Sud, ils sont connus pour ça. On sait, c'est une équipe dans l'impact je pense que hyper agressive. Tu as tout à fait raison. Je pense que le Sud-Africain, c'est l'une des équipes les plus rudes et rugueuses sur le terrain. Il n'y a pas de cadeau. Les amis, on va reparler rugby avant la fin. Restez avec nous. Voilà, juste reste avec nous parce que on reparlera rugby d'ici la fin. On va parler AS Gorbio. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde avec plaisir. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Il est sage depuis le début. Il a son micro. Il parole au président au pluriel. On a des présidents. Mais nous, on fait venir les présidents. On rigole pas. Nous, on fait pas venir. On traite pas. On fait pas venir le petit personnel. On veut que des gens d'influence ici. Fabrice, tu nous présentes ce qui va se passer ce dimanche qui arrive, le 1er. Eh oui, le premier, tu vois, il y a 3 semaines, on était à 46 inscrits et ce soir, on frôle les 200. Donc, parce qu'à chaque fois, c'est toujours ta peur à chaque fois, les inscrits. L'année dernière déjà. Oui. À la fin de l'émission, on refuse du monde. Parce qu'en fait, sans inscrits, tu peux pas financer ta course. En fait. Donc là, on est content, surtout qu'on a une grosse concurrence, comme vous le savez tous. La veille, à Nice, vous avez le Menton Nice, le Bail UTMB, où ils sont déjà 2000, vous voyez. Et nous, on est 180. Donc, Alors, qu'est-ce qui se passe chaque année? C'est toujours la même chose. Tu te retrouves toujours avec des courses en face. C'est toi qui choisis mal la date? Non, moi c'est ma date depuis 23 ans. C'est des gens qui sont venus sur notre terrain, qui nous respectent pas en fait. D'accord. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et toi, t'as pas spécialement envie de changer la date? Toi, tu pourrais la changer? Non, d'accord. Parce que si je change ma date, je vais aller sur une date de quelqu'un d'autre et c'est pas ma politique en fait. D'accord. Ok. Donc je reste droit dans mes bottes. Alors, deux événements. Voilà. événements 3 événements, puisque 4 même avec la course enfant. Donc cette année, on fera un trail de 16 km, un de 9,5 km, une randonnée sur le même parcours de 9,5 km et un vertical kids pour les enfants de 700 mètres de distance avec 150 mètres de dénivelé. Alors qu'est-ce qui est nouveau? C'est la randonnée peut-être, non? Non, c'est le même programme que l'année dernière. Il n'y a que le 42 km qu'on ne peut plus faire à cause justement de la concurrence qu'on a en face de nous, puisque c'est à peu près une distance... On va dire ceux qui sont costauds vont sur celui-là, c'est ça? S'ils ont fait 42 km la veille... Non, voilà, la veille surtout, et ils ont un 60 km, donc le lendemain, tu peux être certain que tu n'auras personne sur ton 42 km. D'accord. C'est pas la peine d'essayer de faire venir 20 ou 30 personnes, quoi. C'est pas intéressant. D'accord. Oui, parce qu'une course, elle est intéressante quand il y a combien à peu près? Disons que nous, à 250-300 participants, on va dire qu'on couvre les frais, donc voilà, on est content. Avant, il faut savoir qu'on faisait le double. Le record de participants à Gorbio, c'est 600 sur une journée. Oui, bien sûr. Et, ça doit faire drôle. Mais depuis quand, du coup? Depuis Covid? Non, depuis le Covid, on a baissé un peu. Et là, maintenant, avec la concurrence, oui, bien sûr. Tu n'arrives plus à remonter. Tes inscriptions, elles se dispersent. Bien sûr. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, n'oublions pas qu'il y a l'inflation. Donc, les gens qui viennent de Cannes ou de Grasse, ça fait cher. L'inscription est à combien alors chez nous, l'inscription n'est pas chère. 16 km, c'est 16 €. Le 9,5, c'est 12 €. La randonnée, c'est 10. Et la course enfant est gratuite. Ouais, c'est rien du tout, quoi. Oui, donc les tarifs, quoi. Non, mais après, comme il dit, si tu viens de Cannes, tu vas te payer l'essence, le péage, Et pourtant, à titre de comparaison, la course qui va avoir lieu dimanche ici, le dossard est à 125 €. Ouf. Et ils ont 2000 participants. Voilà. Allez comprendre. Voilà. Et pourtant, la vôtre, elle est quand même ancienne. Oui, mais là, en fait, c'est toute une histoire. En fait, quand tu fais la course de Menton, tu marques des running stones, des pierres précieuses, comme ils appellent, pour aller après espérer un jour aller à l'UTMB à Chamonix. Voilà. D'accord. En fait, les gens, c'est comme aujourd'hui votre téléphone portable. Là, il faut avoir le dernier Samsung, dernier iPhone. Et là, il faut aller faire l'UTMB à Chamonix. Voilà. C'est la politique. C'est notre société d'aujourd'hui, donc on s'adapte. Si on fait 300, franchement, on sera content. Alors, donc il reste combien? Une semaine? Tu penses que... Non, il reste jusqu'à vendredi midi pour s'inscrire. Et là, tu es à 200, c'est ça? Ouais, on est pratiquement à 200, voilà. D'accord. Mais en général, ça arrive on a des stats sur les années précédentes. Là, normalement, si tout va bien, on devrait rentrer les 100 participants. Dans la semaine. Et pourquoi il y en a qui s'inscrivent la dernière semaine? Le soleil. Le temps, ils attendent peut-être le temps, la météo. Ah beau. Et au rugby, tu joues avec la pluie. Il n'y a pas de match samedi, si? Il y a des matchs samedi, mon cher? Oui, je croyais que c'était bien sûr. Il y a quoi comme match? Attends, là, comme ça, je sais pas. Vendredi, il y a Italie-Nouvelle-Zélande. Je voulais me le piéger, c'est notre spécialiste quand même. Oui, mais pour les Bleus, on est tranquille, ils jouent le 6 octobre, je crois. Donc, non, nous, cette semaine, on est au repos parce que comme c'est des poules de 5. C'est ça, il y a toujours un exemple. Exactement. Mais il y a Italie-Nouvelle-Zélande ce week-end, vendredi soir. Tout à fait, oui. Et il se joue où celui-là? Je pourrais pas te Alors, dire. est-ce que tu as été voir un match ici à Nice? Parce qu'on a eu quelques matchs à Nice. On a eu Italie, Portugal, on a eu Écosse. Hier, il y avait l'Écosse. Je suis allé voir le match d'hier en famille. C'était trop sympathique.
Il y avait des Écossais en kilt partout. Oui, c'est ça, ma fille a été avec la flasque de whisky au niveau de la ceinture. Non, il y avait des joueurs de cornemuse, ça c'était très sympa. Et ma fille m'a dit que les Écossais étaient cool parce qu'ils applaudissaient les actions tongiennes. Des Tonga. Oui, elle m'a dit on n'a pas vu d'anémosité, comme tu pourrais dire. Ah non, mais alors au rugby c'est la fête. L'ambiance elle est incroyable. Ouais. Je suis allé voir Angleterre-Japon. Je déborde sur un truc, hop, ça repart, ça s'arrête. Il faut que je les tienne. C'est normal. Et en plus, le rugby, on va dire, enfin sans être méchant, mais au football, tu peux pas mélanger les supporters dans une tribune. Ah non, c'est impossible. Au rugby, tu peux t'asseoir à côté d'un Écossais. Et moi, tu sais ce que j'aime moi, ce que j'aime au rugby, c'est que quand tu vois les tampons qui se mettent, les mecs se relèvent, ils se plaignent pas. Et au rugby, au foot, à peine t'en touches un, il roule pendant 3 heures à hurler. Mais c'est une question d'état d'esprit après. Si on veut faire un esprit et politique de club, politique de fédération, politique générale, ça joue beaucoup. Tu vois, je fais un comparatif rapide. Tu prends le PSG. PSG, il y a 10-15 ans, t'allais pas avec ta femme et tes enfants en tribune, tu savais pas ce qui allait t'arriver. On aime ou on n'aime pas, voilà, le Qatar, ils ont fait le tri, ils ont fait le ménage, maintenant c'est tu peux y aller tranquille mais par contre, au stade. La place elle a multiplié par 4 le prix. Certes, mais moi je te parle vraiment juste sur le facteur sécurité, tu vois. C'est comme ça qu'ils ont éliminé le hooliganisme en Angleterre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est une politique. Mais tu peux pas aller avec un maillot de Marseille dans une tribune de Paris, par contre. Non, faut éviter. Oui, voilà, faut pas aller chercher. Alors tu peux avec un maillot écossais dans une tribune. Fabrice, une chose à la fois, c'est juste pour dire jour peut-être. Ma fille qui était l'inverse, tu peux pas non plus. Ma fille qui était au stade hier, elle m'a téléphoné pour me dire moi personnellement le haka tout ça, les Tongiens ça me plaisait bien et tout. Elle m'a dit mais quand j'étais entouré par plein d'Écossais, j'ai préféré crier quand c'était les Écossais et puis elle m'a dit mais finalement je me suis aperçu que ils s'en foutaient un petit peu. C'était la fête quoi, c'est la fête. Alors on va terminer avec Fabrice pour les messages à passer. Mon cher Fabrice, qu'est-ce que tu veux nous présenter alors pour ton juste dire à ceux qui ont encore envie de s'inscrire, ils peuvent le faire jusqu'à vendredi 12h donc, et le site c'est www.asgorbio.com, il y aura toutes les informations pour s'inscrire. Nous on relaie, tu as vu encore ce matin. Oui, j'ai vu, c'est très gentil à toi. Encore aujourd'hui, on programme, on fait quand je programme. Et puis je vais en profiter pour remercier, parce qu'on a des partenaires, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, donc il y a la mairie, le département 06, Chris Optique Menton, la Mantoise qui nous a aidés cette année aussi. Ils sont géniaux ces 3 jeunes. Ouais. On a négocié avec eux pour offrir des bières et on a négocié, donc ça s'est très bien passé et on est très contents. Et puis Menton Santé aussi qui est notre partenaire depuis des années avant de faire un grand shop qui est fidèle. Donc merci à tous et puis donc voilà www.asgorbio.com pour prendre les derniers dossards et les départs donc juste pour vite fait 9h30 la randonnée, 10h15 le 16 km, 10h45 le 9h30 et les enfants à partir de 11h. Et ça se termine en gros toujours vers quelle heure à peu près? On aura tout fini je pense à 14h. Voilà. 14h. Tout le monde sera rentré. Ouais. On l'espère. Et après, il y a les remises des prix. Voilà, alors cette année, on a innové, on a arrêté avec les coupes, les nids à poussière en fait. D'accord. Clairement. Et on a fait faire des médailles en bois, tout en bois en fait, trophées en bois. Et je trouve que c'est un peu plus cher. Mais c'est sympa. Beaucoup plus sympatnique. Voilà. Faites-le en chocolat la prochaine fois. Et dans le panier garni, c'est pareil. On a enlevé un pot de confiture et on a mis une petite bière de la Mantoise. Waouh, génial. Tout se déroule le samedi. Non, le dimanche. Ah voilà. Dimanche premier. Alors, moi je suis toujours sur les tablettes. C'était bien tenté. Non, mais parce que je ne fais rien dimanche, j'ai pas ma fille, donc tu vois. Non, j'ai fait le 12 km. C'est pour la bière. C'est pour la bière qui va venir lui. Je le connais. Non, mais le 9, pourquoi pas? Ben oui. Non, mais attends, de quoi le 9? Tu vas aller le faire? Et alors pourquoi pas? Fais-le parce que maintenant il est là, il a entendu. Dimanche, j'ai rien prévu, j'ai pas match. Pour t'inscrire. Il est déjà en train de te tendre une petite feuille blanche avec un stylo signe. Je crois qu'il va perdre 10 kilos d'ici à 10 mois. Ça va, c'est 16 €. Ça va, il est pas épais. Non, mais c'est pas 12 Non, mais lui, tu fais la rando, c'est pas grave. Non, le prix, enfin moi tu sais, j'ai plus plein d'argent, donc ça c'est pas le problème. Non, en plus, moi je vous invite à venir parce que les parcours, on les trace, nous on est des passionnés, donc on les trace pour montrer aux gens le décor qu'on a autour de nous. C'est vrai, c'est vrai. Et ici, chez nous, tu vas découvrir la baie de Menton, la baie de Monaco, la baie de Roquebrune. Et je veux dire, c'est pas souvent que tu peux courir où tu as la mer à côté. Quoi, et c'est pas souvent que tu peux regarder un match sur le grand écran en ayant la mer derrière toi. C'est la même chose. Il y a le site qui est... Attends, chez nous, il y a personne qui a ça. Ah, après, on a une belle ville, on a une belle. C'est beau chez nous. Nice, au Théâtre de Verdure aussi, il y a un écran géant sur lequel on peut voir les matchs. Il parle beaucoup de Nice, ce jeune homme. Il parle beaucoup de Nice. Je représente ma ville quand même. Non, mais t'inquiète, après on va parler de Nice. Et en plus, je vais te dire encore mieux, il a un handicap. Si je savais qu'il était supporter de Paris, il serait jamais rentré à la radio. Attends, Jean-Luc, tu veux me faire, mais excuse-moi, ce trail, est-ce que tu vas le faire du coup dimanche? Alors non, parce que dimanche à l'endroit Rocher, je pourrais pas être sur le trail. Voilà. Parce que moi, je te voyais bien sur le podium quand même. Je serais sur un très gros bateau en train de voguer vers l'Italie. Il esquive.
Non, mais on le sait. Allez, on va vite parler des sports suivants. On parle de ce que tu avec veux. nous parce que là, je sais que vous aimez le sport, vous êtes des vrais sportifs. Allez, si le jingle part, c'est mieux. Ouais. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. On parle Formule 1 avec Ferrari. Ils avaient Schumacher et Red Bull. Maintenant, ils possèdent Max Verstappen. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire d'autre, toi? Ferrari aura fait illusion le temps d'un Grand Prix, celui à Singapour que Sainz a gagné, pour couper à l'hégémonie Red Bull. Bon, ça a duré un Grand Prix. Là, c'est retour à la réalité. C'est ça. 16 Grands Prix, 13 victoires de Verstappen, 2 de Perez et une de Carlos Sainz. Alors, les autres, au revoir et merci. C'est dommage en fait. Nos invités, quel sport vous suivez le plus? Ou à part le rugby, toi, Jean-Baptiste, est-ce que tu aimes bien derrière? Oui, je suis le foot. Alors c'est vrai que les sports méca, c'est... Là, je vous écoute, je vais pas beaucoup intervenir, je vous le dis, parce que même si je connais quelques noms, je suis pas à bloc dessus, quoi. Ah oui. Ça a perdu un peu de son intérêt, je trouve, quand même. Moi, je suis le foot, ça a reperdu. Le foot, le cyclisme, les sports co en général, et la F1, oui, mais maintenant c'est monotone. Ça, c'est mon Fabrice. Il a dit le cyclisme, mon Fabrice. Je pense qu'on manque cruellement d'une rivalité, quoi. C'est ça. En fait, on sait déjà le vainqueur quasiment. Verstappen, t'as dit 13 victoires sur 16. On sait déjà presque le vainqueur avant le début du Grand Prix. Et en plus, il y a quelque chose dont on oublie de parler, c'est que quand tu as un grand champion comme ça, quand tu as un grand champion qui truste toutes les victoires, malheureusement, si tu veux, il n'y a aucune adversité. Donc en fait, on a l'impression que le champion lui-même est complètement lisse. Parce que qui connaît réellement Max Verstappen? De toute façon, c'est. Alors qu'à une époque, les Schumacher, tout ça. C'est la concurrence qui te donne de l'intérêt. Mais c'est ça, il n'y en a pas. Non, mais il y a 3 ou 4 ans, on a vécu 2 belles saisons. Ah non, mais il y a eu des très belles saisons. On a eu 10 ans de Mercedes où il y avait des hégémonies, comme tu as eu la période Ferrari avec Schumacher. Tu as toujours une génération où tu as un peu tout le monde qui écrase la concurrence. Oui, mais je sais pas, vous qui on est des anciens autour de la table, certains, j'ai l'impression qu'il y avait plus de bagarres avant, maintenant c'est évident. Il n'y en a pas. Senna, Prost, Mansell, Piquet, c'était quelque chose. T'en avais 4 qui étaient pris. Ouais, voilà, mais après, moi j'ai une question. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes performances de voiture? C'est exactement ce que j'allais dire. Non, pas du tout. Parce que le moteur Ferrari, il surclasse les autres. Le moteur Ferrari, il surclasse les autres. Il y a des moteurs où tu as clairement un avantage avant même le moteur Red Bull, où tu as plein de moteurs où tu as un avantage avant même le début du Grand Prix. Moi, je pense que tu mets un Charles Leclerc sur une Red Bull, il est champion. Ah, mais moi, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Moi, je pense que de toute façon, c'est un combo des deux. Moi, je suis qu'ils aient tous. De toute façon, il n'y a pas Verstappen. Perez est champion cette année, s'il n'y a pas Verstappen avec la Red Bull. Mais après voilà, comme tu disais très justement, c'est une question de performance. Après tu as certaines saisons où tu as des écuries qui vont être très très proches en termes de performance, et là tu vas avoir une vraie bataille sur les grands prix, classements, etc. Là voilà, cette année avec la nouvelle réglementation, malheureusement comme dans tout sport, il y a quand même aussi l'argent qui vient. Bien sûr, le nerf de la guerre. Non, c'est rien. Écoute, on voit le jingle si tu veux, Jean-Luc. D'ailleurs, Red Bull est champion constructeur pour la 6e année consécutive. Oui, Red Bull a été sacré déjà champion. acté, Voilà, alors qu'il reste encore 6 Grands Prix. Bon, on survole. Grand Prix, voilà. On a compris. Donc ça c'est fait. Non, attends, mais juste quand même, si on peut juste quand même noter la performance de McLaren. Qui était complètement au fond du trou au début de saison, c'est vrai. Et qui là sur 3-4 Grands Prix a vraiment fait un énorme step-up en termes de performance, de fiabilité. Et aujourd'hui c'est la deuxième force du plateau derrière Red Bull. Là actuellement à la. Oui, Jean-Luc, on glisse des mots anglais. Step-up. Step-up. Level up. Et vous avez vu, est-ce que vous avez vu que on revient toujours sur notre fil rouge le rugby ce soir, mais vous avez vu que tous les arbitres parlent en anglais? Oui, je pense que c'est pour. langage commun. Et vous aimeriez pas ça qu'il y ait ça dans les autres sports, quand on entend l'arbitre commenter pour les Coupes du Monde, c'est normal. Après, en Ligue 1, si le mec il parle qu'anglais, il est mal, je pense. Non, mais par exemple, au football, en Coupe du Monde, on n'entend pas ce que dit l'arbitre. Là, on l'entend. Ah non, mais tu parles des micros, donc là. Oui, non, je veux dire, le commentaire de l'arbitre, on entend pourquoi il a pris la décision. Je crois que ça en parle au foot. En foot, en termes de règlement, la LFP, ils sont contre en fait, mais Prime Video par eux-mêmes. Il y a tellement de magouilles. Attends, Prime Video, ils essayent, il y a des matchs où justement sur YouTube, on retrouve le son donc des arbitres, on sait ce qu'ils disent aux joueurs. Il y a un reportage. En fait, c'est la ligue qui bloque complètement cette initiative. D'accord. Après, c'est une très bonne initiative donner. Déjà là, je crois que les arbitres. Ils leur demandent de transparence. Ils peuvent venir s'exprimer maintenant. Laissez parler nos invités. Ce qui fait que tu arrives à comprendre ce qui se passe. Moi, je pense qu'au rugby, ils le font aussi parce que les règles elles sont assez complexes, et quand l'arbitre à chaque fois il justifie son choix en fait, il explique aux gens. Et il n'y en a pas un qui la ramène. Non, mais attends, de toute façon, alors, on parle de la Coupe du Monde, mais en top 14, en Pro D2, c'est pareil, tout à fait. Tous les arbitres, tu entends tout ce qu'ils disent. Et moi, je trouve que c'est très très bien, parce que déjà, ça oblige tout le monde
à garder, à mesurer ses propos, déjà. À mesurer les propos. Ça permet d'être ludique pour les gens qui regardent le match et qui comprennent pas forcément pourquoi, qui, quoi, comment. Là, tu as l'arbitre qui t'explique, non, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis il y a faute pour vous, moi, je trouve faute c'est bien. contre vous. C'est très très bien. Et pour étayer un petit peu ton sujet, moi il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, parce que en rugby déjà depuis quelques années, forcément, ils ont souvent recours à la VAR, enfin leur fameuse VAR, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, enfin en tout cas la vidéo, parce que des fois c'est quand même très compliqué de savoir ce qui s'est passé, tu vois, je veux dire. Et pratiquement à 100%, il n'y a jamais d'erreur. Comment en foot on peut avoir des peintres pareils qui prennent des décisions c'est l'utilisation que fait. Vu que je connais moins le rugby, est-ce qu'il y a des règles au rugby qui prêtent beaucoup, enfin le foot, des fois, ça peut prêter des fois l'interprétation. Je te donne un exemple. Parfois quand il y a un essai qui est marqué et que tu ne vois pas le joueur aplatir. Tout à fait. Voilà, l'arbitre a un doute, il peut pas être sous tout le monde, donc clairement. Voilà. L'objectif, ça va être de regarder l'action sous tous les angles. Pour essayer de repérer, savoir est-ce qu'il a plaqué ou non. Non, est-ce qu'il a mis l'essai? Est-ce qu'il a gardé la maîtrise du ballon quand il met l'essai? Est-ce qu'il n'y a pas en avant? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dessous? Et parfois l'arbitre, quand il ne voit pas exactement le joueur appuyer le ballon, selon la règle, il peut interpréter que on n'est pas sûr. Et donc il peut aussi refuser l'essai. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, Oui, parce que dans la mêlée, c'est quand même compliqué de voir le dessous quand même. Surtout quand dans certaines situations, des fois, tu n'arrives pas à voir. Enfin là, moi, si tu veux, par rapport à la Coupe du Monde actuelle, à chaque fois qu'il y a des actions un petit peu litigieuses de ce type-là, je trouve qu'en général, même si nous, si tu veux, visuellement, on dit non, mais bien sûr qu'il y a essai, puis qu'après, on voit l'explication. Et je trouve qu'ils se plantent jamais, quoi. Les 3/4 du temps, il n'y a rien à dire. Alors qu'en foot, pratiquement, à 90%, tu te dis, mais comment il n'a pas sifflé? Même les mecs qui regardent la VAR, c'est fou, quoi, je veux dire. Tu te dis, mais attends. Mais sur le match d'ouverture contre les Blacks, le deuxième essai Black. Ouais, il est en avant. Il y a en avant, il y a que Jaco Pepper qui l'a pas vu. Une question par rapport à la vidéo dans le rugby. Est-ce que c'est l'arbitre qui prend l'initiative d'aller checker la vidéo ou c'est la régie qui... Non, alors généralement tu as l'arbitre qui fait un geste assez... Voilà, il fait un geste écran. Donc il peut aller consulter à sa propre initiative. Tu as ce qu'on appelle le bunker. Avec, mais il va pas lui à l'écran. Il va pas à l'écran. Généralement, l'image est diffusée sur l'écran du stade. Okay. Par contre, tu as le bunker où il y a arbitre vidéo qui regarde tout sous tous les angles et qui vont dire mais alors attention, dans l'action, il peut remonter toute l'action. Si tu as une faute au début de l'action, l'essai n'est pas validé. C'est ça. Donc aujourd'hui, ils peuvent tout regarder, ils peuvent tout revenir sur tout. C'est génial. Oui, parce que tu les vois après quand ils sont dans le bunker, même sur les matchs actuels, tu vois après ils reviennent en arrière, il y a 2-3 nanas, ils sont 3-4 dans le à remonter sur les images. Oui, tu as remarqué qu'il y avait des nanas. Il y a des filles. Il y a des arbitres féminins. J'ai vu qu'il y avait des filles. D'ailleurs, dans un premier temps, l'essai namibien a été validé. Oui. Et on s'est aperçu, et franchement, je mets au défi n'importe qui dans le cours de l'action d'avoir vu ce qui s'était réellement passé sur Dupont. On a vu un gros pet, mais moi je ne savais pas du tout qu'il s'était fait déglinguer comme ça. Et en fait, c'est en revisionnant l'image qu'ils se sont aperçus qu'ils s'étaient fait déglinguer. Et du coup, ils ont annulé ils ont sorti le gars qui a été expulsé par la suite. Et puis malheureusement, il y a eu ce Alors, au départ, il prend un jaune. Et c'est le bunker qui a dit non, au vu de la gravité de la faute, c'est un rouge. Donc ils peuvent modifier le carton au cours de match. Tout à fait. Et c'est pas l'arbitre de champ qui prend la décision. On vous parle. C'est ça la grosse différence. C'est le bunker. Oui. C'est ça. Moi, le bunker, c'est moi qui ai les écrans et qui contrôle le timing. Et on parle de football. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. On va passer de suite au foot puisque je sais qu'il doit nous quitter un petit peu plus tôt que prévu, mon cher Nathan. Et tu nous as préparé, toi, la rubrique foot. Et d'ailleurs, il m'a mis un titre, l'OM a perdu sa bonne mère. C'est toi qui nous as mis ça. Je peux y aller sur le coup de gueule ou quoi? Elle est où la bonne mère? Elle est censée protéger les Marseillais. Mais là, elle pouvait pas les là, il y a trop de taf. Même le pape n'a pas réussi. C'était à Paris le match, non? Non, mais là, la bonne mère, elle s'est occupée du pape. Elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Pauvre de nous. Alors, mon cher Nathan, tu nous as mis quoi comme petite rubrique foot? Alors, tout à fait, Jean-Luc. Les Phocéens n'arrivent à rien. Hier soir, vous le savez, il y avait donc le classique entre Paris et Marseille. La plus grande rivalité du foot français. Et donc, encore une fois, Paris 4, OM 0. Vraiment, c'était un match à sens unique. Et donc, les Parisiens ont véritablement roulé sur l'OM. C'est pas parce que tu es supporter de Paris, t'enflammes pas. Les faits ou pas les faits? Mais les factuels, elle était méconnaissable, ton équipe hier, il faut le dire, franchement.
Donc 4-0, vous l'aurez compris. Au classement, Paris revient donc à la 4e place et l'OM sombre dans la crise. Et donc 7e, on a vu qu'ils en ont qu'un entraîneur d'intérim. Et on l'a vu aujourd'hui, attention. Non mais tu vois ça qu'à l'OM, n'empêche. Un match perdu, c'est la crise. Non, il y a pas Attends, tu vois ça qu'à l'OM. Un match perdu. Non mais t'as pas perdu qu'un match, Jean-Luc. Non, Jean-Luc, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ouais, ils sont fait sortir la Ligue par A plus B, pourquoi c'est la crise à l'OM. On a donc un président, on l'a bien vu, qui est menacé par ses propres supporters. On a une équipe qui, en termes de jeu qui n'est plus du tout dedans. Donc on sait en Coupe d'Europe, ils ont accroché le nul 3-3 contre l'Ajax à l'extérieur, ce qui est un véritable exploit. Mais l'OM est en crise parce qu'ils ont un entraîneur par intérim. Oui. On a vu aujourd'hui donc de Christophe Galtier, ancien entraîneur du PSG, qui pourrait revenir à l'OM. C'est quoi ça? Trahison? Non, mais à la base, c'est un Marseillais, mais ce sera un chemin assez étrange quand même. Et donc, il faut revenir sur le match d'hier. Donc on a donc vu 4 buts parisiens donc par Hakimi, le premier but de Randal Kolo Muani et un doublé de Gonzalo Ramos. C'est le premier but aussi avec c'est 2 premiers buts avec Paris. Et donc les Marseillais auront donc fort à faire pour leur prochain match, on le sait, qui est donc à Monaco sur la pelouse des Monégasques. Je l'avais annoncé ici à l'avance. Hein. J'ai dit l'Ajax ils ont plus ou moins réussi. Bravo à le faire. Thierry. Mais j'avais dit que là les 4 matchs là à mon avis c'est la plongée définitive. À moins qu'entre-temps ils arrivent à sortir un entraîneur digne de ce nom, parce que personnellement moi dans cette histoire la meilleure nouvelle qu'il y a c'est que Marcelino se soit tiré. Je le sentais pas du tout cet entraîneur. Je sais pas d'où il vient, je sais pas ce qu'il a fait. Et il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien du tout. Donc c'est une bonne nouvelle. Je sais pas d'où il vient quand même. Il a gagné une Ligue Europa ou deux je crois. Oui, le mec au premier coup de là le problème n'est pas son palmarès, c'était le fond de jeu en fait. Ça fait 6 matchs. Bien sûr, ça je suis d'accord. Sur les 5 derniers matchs de l'OM, c'était une victoire pour 2 nuls et 2 défaites. Après là on est en train presque de faire comme le procès du coach et du président. Je veux quand même me permettre de dire que c'est le seul club peut-être au monde où t'as un chef des supporters où il te dit en début de saison, ok cette année je te protège, là je te protège plus. C'est quand même incroyable. Donc on le sait, c'est le chef des supporters qui aurait fait virer Didier Deschamps donc à l'époque. Tout à fait. Il a poussé au bord d'une falaise la femme d'un des dirigeants pour qu'il quitte le club. C'est une mafia, c'est pas possible. Et là, à la réunion, visiblement, il a dit cette année, vu le recrutement que vous avez fait, je vous préviens, vous n'êtes plus protégé, je vous protège plus. En fait, à Marseille, si à Marseille il n'y avait pas la mafia, ça se saurait. Non, mais à Marseille, ils n'auraient jamais eu de Coupe d'Europe. Le problème à Marseille, c'est que tu as voulu acheter la paix sociale en donnant trop de pouvoir à certains supporters et à leurs leaders. Et tôt ou tard, ça te retombe dessus au bout d'un moment. Hein, mais c'est parce qu'on a un sport où l'influence en fait qu'ont les supporters sur l'équipe, sur les médias surtout. Bien sûr. C'est le pouvoir en fait les supporters. Donc c'est normal que donc Longoria ou Jacques-Henri Hérault avant essaient d'acheter la paix sociale. C'est vital pour les clubs maintenant. Je pense. Après, moins maintenant. Qu'à Monaco. Non, justement, à Paris, c'est plus les supporters qui décident. Paris, on peut critiquer le choix de recrutement sportif, tout ça. C'est les par contre, que ce soit après directeur sportif, c'est un peu tourné, mais tu as quand même une certaine stabilité au niveau de l'équipe dirigeante. Voilà, t'as une politique par rapport aux supporters. Bien sûr. T'as nettoyé les tribunes. Parce qu'il a été fait autour, 99% des groupes de supporters. Le plan Le Pro, c'est clairement ça. On n'a pas posé la question à nos invités. Ils sont sur quelle équipe vous aimez bien dans le foot? Moi, j'ai juste envie de dire que. On parle de Marseille, qui est un Capharnaüm innommable. On parle de Paris, pour moi, qui est une équipe sans âme. Belle équipe, mais sans âme. C'est ça. Moi, je suis désolé, une équipe en ce moment qui est en train de construire quelque chose de très intéressant, c'est l'FC Nice. Ah, Nice, c'est vrai. Tout à fait. Et justement, c'était la transition parfaite parce que donc Nice, dans le derby de la Côte d'Azur, a quand même réalisé un très grand match, faut le dire. Nice est donc imposé à l'extérieur, donc à Monaco, 1-0. Puis sans les taper Paris chez eux quand même. Nice est donc deuxième du championnat, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon bout de temps. C'est leur meilleur démarrage depuis 2016-2017. Ici, confirme, c'est bien. Et pour revenir donc sur le choc azuréen, on a donc vu un match où Monaco a eu donc 2 balles de match avec donc 2 pénaltys loupés par Folarin Balogun. Clairement. Et les Niçois en fin de match incroyable. D'où il sort celui-là? L'une de leurs 3 recrues de l'été, Jérémy Boga. C'est toi d'où tu sors du qui nous fait un run solitaire de 30 mètres et qui marque, qui délivre l'OGC Nice à la 92e. Exceptionnel le scénario. Ah ouais, non, mais il n'y a rien à dire sur Nice. Surtout qu'il y en a beaucoup qui rigolaient au début. Parce que... Je pense qu'au deuxième penalty, de toute façon, il était prédit le scénario. Moi, je l'ai annoncé. Dès que tu loupes le deuxième penalty, c'est sûr que le match il a tourné. Après, moi, je voulais rebondir sur ce qu'il vient de dire sur Nice. Alors, je trouve que cette année, la direction est bien meilleure que les autres années. Parce et il y a un fond de jeu surtout. Ça fait 3-4 ans que Nice a été racheté quand même par Ineos. C'est quand même pas n'importe quel propriétaire. Il y a un Ghisolfi dans l'équipe. Oui, c'est l'année dernière déjà. Et je trouve que c'est plus intelligent. Parce que ça fait 3-4 ans que Nice, chaque année, changeait beaucoup de joueurs d'effectifs. Là, cette année, il a dit bon, on va se calmer, on va peut-être pas les concurrencer Paris.
on va remettre les choses à leur place et je trouve que c'est bien mieux. Ouais, bah, peut-être que le projet est plus intéressant. Peut-être que le travail est en train de porter ses fruits. Hein, voilà. Ils sont partis un peu de zéro, une stratégie, on prend des jeunes, voilà, pas non plus trop de noms clinquants, du potentiel. Oui, c'est mieux. Voilà, on avait dit que Nice manquait de stabilité. Les 2 premiers matchs n'étaient pas terribles, et puis là ils montent en puissance clairement. Là, on a monté en puissance. Après on a la 5e journée. Ouais, 6e. Oui, mais bon, c'est encore tôt pour, je pense, prédire Brest et 2e de Ligue 1. Premier, Brest est en tête, derrière Nice. Si tu bats Brest le week-end prochain, ça commence à devenir sérieux quand même. Mais c'est en termes de jeu, en fait, c'est en termes de jeu qui sont impressionnants. Ouais, c'est encore en général, je commence à voir entre la 10 et 15e, voilà, je commence à avoir des tendances. Quelle équipe tu aimes bien, toi? Il y a un petit peu de Nice en Brest, puisque l'entraîneur c'est un ancien Niçois d'ailleurs. C'est vrai, tout à fait. Moi, ce qui m'insupporte dans le foot, c'est qu'à chaque fois, on vire l'entraîneur Blanc à Lyon, et tu t'aperçois que Blanc à Lyon, ça fait 2 matchs de merde qu'ils font, donc tout à fait. Non, attends. Non, c'est le pire. Attends, Lyon, c'est depuis le premier match que c'est une catastrophe. Oui, mais là, ça continue, donc ça vient pas de Blanc. Mais c'était une nécessité de virer Laurent Blanc, parce que lui-même, il a dit. Attends. Et pourquoi si, pourquoi? Parce que Laurent Blanc, il a dit lui-même que c'était le problème. Mais il a dit en interview. Mais non, mais il a dit c'est peut-être moi le problème. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi on vire les entraîneurs. C'est pas eux qui courent sur le stade. Parce que ça coûte moins cher. Voilà. Exactement. De virer un joueur. Non, mais même là, on parlait de Marseille. 23 mecs, par contre, tu peux en virer un. On parlait de Marseille. Je pense que ça faisait 2 ans que les supporters ils mettaient Longoria sur un piédestal. Et là, parce qu'il a fait un mauvais recrutement, ça y est, c'est le plus mauvais président de l'Espagne. Ça, c'est la loi du foot. C'est ça que je comprends pas. Il y a quelques semaines de ça, on disait pas que c'était un mauvais recrutement. Tout le monde disait que Marseille pourrait concurrencer Paris. Le problème, c'est que ces fameux joueurs qui étaient soi-disant, qui faisaient partie d'un très bon recrutement, il s'avère à l'arrivée, je suis désolé, moi, un Liman Aïndar, on nous en a fait une tête comme ça, parce que quand il avait 11 ans, Ndiaye, moi je le connaissais même pas. Il allait jongler devant la bonne mère Patakoufa. Le type, quand il dribble un joueur, il repart en arrière pour le dribbler une deuxième fois, et à l'arrivée, tu dis, mais quand est-ce que tu vas faire quelque chose de constructif? Et c'est ça tout le temps. Ismaïl Sarr, là, il court droit devant, il regarde même pas sur les côtés. Enfin, je veux dire, Vitinha, on peut pas lui enlever l'apport qu'il met physiquement. Mais enfin, franchement, le mec a les pieds carrés, quoi. Ça devient compliqué. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, Vitinha, par exemple, hier, il a 2 grosses occasions, il met la barre. Et puis même dans la défense parisienne, il se crée une grosse occasion, mais quand même en contre, tu vois, pour faire le point avec Aubameyang. Enfin, à 300 000 € par mois, il peut être actif, le gars, il n'y a pas de souci. Moi, je cours aussi. Tu vois, il a un prix sur la tête, c'est un peu comme une épée de Damoclès. C'est une épée de Damoclès, le prix qu'il a sur la tête. C'était ça la première question. Vitinha, c'est un très bon attaquant quand même. Honnêtement, j'en suis moins en moins persuadé. On essaye de savoir, Fabrice, quel club il suit. Et moi, j'ai suivi pendant longtemps Marseille, parce que j'adorais Tapi à l'époque, tu vois. Pour moi, l'air Tapi, c'était. T'as vu la série sur lui? La série, franchement, elle est bien. Alors c'est de la fiction, il faut. Évidemment, oui, ça a été très largement romancé. Il y a beaucoup de fiction parce que j'ai écouté sa femme dans une interview qui disait justement qu'il y avait beaucoup de fiction. Mais bon, c'est bien fait, elle est bien ficelée. Mais non, Marseille à l'époque, le Grand Marseille, et aujourd'hui, moi j'aime bien Monaco. Monaco, ils sont constants. Non mais c'est vrai, ils sont constants. Tu l'as pas mis aujourd'hui. De quoi? Ah, vous le voulez? Attendez, autour de la table. Autour de la table, on a donc un Parisien, un Niçois, un Monégasque, un Marseillais. C'est incroyable, on a toute la Ligue 1 ce soir. Fait toujours chaud. Oh Monaco. Pas gentil, Jean-Luc. Par contre, j'ai une chose. Pascal est bordelais. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu mets Blanc dehors au bout de 5 matchs parce qu'il y a des résultats un peu pourris, mais donc on fait pareil avec Lens. C'est-à-dire que le mec il a été champion l'année dernière, cette année il a 5 matchs pourris, on le jette pareil. Non, le dernier match de Lens était super. Le dernier, mais les 4-5 premiers matchs. Je fais des rapprochements. Comment ça se passe au rugby? Moi je suis pas le rugby donc je sais pas. Comment ça se passe, les entraîneurs? Oh, il y a moins, c'est beaucoup plus tranquille. Attention, ils sont en tribune déjà. Aujourd'hui, dans le top 14 ou la Pro D2, chaque saison, tu as des entraîneurs qui sautent. Hein. Ah, quand même. Ah ouais, je sais pas, je te dis ça. En cours de saison, ça arrive presque jamais, non? Si, ça arrive. Ça coûte moins cher. Et généralement, c'est fait pour avoir un autre management, un autre discours, pour essayer de créer un autre déclic dans l'équipe. Voilà. Après, là, je pense ça peut marcher. Hein. À Lyon, mais il était déjà là la saison dernière, juste Laurent Blanc. C'est pas ses 6 premiers matchs, ça fait un moment que ça dure. Ah, mais la fin de saison de Laurent Blanc, elle est magnifique. Je sais pas, regarde les matchs. Il a fait une bonne deuxième partie de saison, c'est vrai. Non, mais c'est Textor, il attendait la moindre truc pour pouvoir se libérer. Déjà, le problème de Lyon, c'est plus haut. C'est évidemment Olas qui part, et là, la gestion de Textor. Mais là, il faut prendre le problème à la racine. Je pense qu'à mon avis, il y a une gestion de club qui est. Je crois que Lyon, ils sont tombés dans un sacré traquenard. Franchement, si j'étais supporter lyonnais, je commencerais vraiment à m'inquiéter. Pour l'avoir vécu, supporter girondin, on s'est fait racheter par des Américains, on s'est retrouvé avec un club au bord de la faillite, sauvé une extrémiste, descendu en Ligue 2 et patati et tout ce qui va avec. Et Textor, c'est un petit peu les mêmes mécanismes. T'arrives, tu rachètes avec de l'emprunt, du crédit, t'as pas trop de fonds propres, tu veux faire du trading, achat-revente.
quelqu'un qui connaît pas grand chose au foot, on va pas se mentir, hein, Textor. Hein, donc, mais ces gens-là, ils viennent pour faire du fric. Voilà. Bien sûr. Donc, on se demande même comment ils arrivent à en faire. Il y en a un qui est venu à Monaco pour se faire naturaliser monégasque, mais pour l'instant, il n'a pas de chance. Le prince n'est toujours pas d'accord. Oui, mais foncièrement, moi je rejoins Fabrice, c'est sûr, je suis supporter monégasque, mais on reste un des clubs les plus stables si tu regardes de ces 10 dernières années. Ah ouais, bien sûr. C'est très largement. Bah non, mais tu restes top 6 quasiment ça fait 15 ans que t'es au top 6. Hein. Mais pour autant, il n'y a qu'une saison, ils nous ont vraiment fait vibrer ça, ce qui est vraiment dommage en fait. C'est qu'ils sont constants, mais en fait ils sont mous. Moi c'était de mon coup de gueule, c'est là de ça. Cette année, la Ligue 1. Ça te dérange pas si on en parle un peu? Ah non, du tout. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Je sais pas si tu avais autre chose de prévu sur le foot, mon cher Nathan. C'est parfait, merci beaucoup. Voilà, Nathan qui nous vient de Nice quand même, il vient spécialement pour nous de Nice pour faire sa petite émission. Il est fan il est à l'école de journalisme. Il est fan de foot surtout, on a vu. Non, pas que, pour le coup, le rugby, je me fais une belle cure. C'est la Coupe du Monde, elle me réconcilie. Vous commentez les matchs, je crois, à l'école. Oui, tout à fait, en fait. Parce que vous étiez venu à l'événement de mes collègues. Pôle emploi là. Tu t'en rappelles, bravo. Exact, c'était lui. On s'est déjà rencontrés. Oui, voilà. Il y avait les deux rugbyman, un anglais et un français d'ailleurs. Et oui, il y avait Jeff Tordo et l'ailier là. Et Dan Leguer. Bravo. Tu peux pas bouger une oreille, Nathan, sans qu'on soit au courant, sache-le. Tu peux pas bouger une oreille sans qu'on soit au courant. Le KGB. Si un jour tu mets un maillot de l'OM, tu seras démasqué. Il était au courant, il les interviewait. Cycliste, tu voulais nous caser? Ouais, je suis content que tu me lances parce que oui, j'avais fait mon petit papier. Fabrice, je pense que t'as dû regarder ce week-end. Non, t'as pas regardé? Je vais me faire un plaisir alors d'expliquer. Ce week-end, il y a eu les championnats d'Europe de cyclisme sur route. Cocorico. Voilà. Et voilà, c'est la France qui gagne. C'est pour ça aussi que c'est bien d'en parler, puisque voilà, on a un champion d'Europe français, voilà, parmi nous. Cette année, se sont déroulées la course en ligne et les contre-la-montre et les relais, c'était aux Pays-Bas. La course en ligne, donc l'événement principal, hein, c'était une épreuve de 200 km sur un parcours a priori facile. Voilà, pas énormément de relief, mais qui au final, comme c'était sur un circuit, donc ça veut dire que tu fais plusieurs fois le même circuit, voilà, le même parcours avec une petite bosse, un petit dénivelé pas simple. Finalement, voilà, ça a été une course de mouvement, beaucoup de mouvements, course de costaud, vraiment, voilà, c'était pas forcément les sprinters punchers spécialistes qui pouvaient se permettre de briller, mais vraiment, voilà, les costauds du peloton, ceux qui ont la cuisse dure et qui peuvent tolérer un grand taux d'acide lactique. Ça, c'est des expressions. Ceux qui ont la cuisse dure. Dans les jambes, tu vois. Donne-nous des noms. Et je vais te donner des noms, justement, puisque notre français, Christophe. Donne-nous le nom des dopés. Il y a Lance Armstrong, Ricardo Rico. Non, ils étaient pas sur cette course. Et tu sais qu'il n'y a pas qu'en cyclisme maintenant qu'il y a des dopés. Il paraît que même l'AS Gorbio. En athlétisme, on a chopé Pogba, ils ont chopé Pogba là. Et en athlétisme, l'un des plus gros prospects français qui vient de se faire choper pour c'est vrai, j'ai vu aussi. Et dans le trail aussi, pareil. Oui, mais Pogba, par contre, ça fait 2 lignes, tu vois. Un cycliste, ça fait une page entière. Il y a des choses qui sont pas normales en fait. Ouais, parce que tu traînes un passif, voilà, tu t'es fait une réputation tu traînes en fait au fil des années, des décennies. Qui a gagné? Notre français, Christophe Laporte, le coureur de la Jumbo Visma. Voilà, encore la Jumbo Visma, qui a 30 ans, voilà, qui est en pleine force de l'âge et qui donc il a débarqué à la Jumbo Visma l'année dernière, donc ça fait 2 ans qu'il y est. Et voilà, et depuis qu'il a signé à la Jumbo, c'est impressionnant le gap qu'il a passé, le niveau qu'il a pris. Ah, mais ils ont des bons docteurs. Non, mais à titre de comparaison, tu vois, il était à la Cofidis, il avait glané quelques victoires d'étape parce que c'est avant tout un chasseur d'étapes. Mais voilà, des petites étapes, mais sur des courses de niveau très inférieur. Il a fait le tour avec la Jumbo? Oui, bien sûr. Cette année, il était sur le Tour de France avec la Jumbo. Et donc, avec la Cofidis, il gagnait des petites courses comme ça, par-ci par-là, mais sans trop de renommée. Et depuis qu'il y a la Jumbo, voilà, c'est des victoires sur Paris-Nice, sur le Critérium, sur le Tour de France, Ganvé-Volgiem, à travers la France, voilà, que des courses World Tour de très haut niveau. Vice-champion du monde l'année dernière, mine de rien. Cette année, champion d'Europe. Donc voilà, faut vraiment souligner le niveau. Aujourd'hui, c'est un bon coureur. À la Cofidis, il est pas resté longtemps parce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas eu de crédit. Il y a eu un problème administratif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris la porte. Je l'espère, mais il gagne pas devant n'importe qui en plus. Et il gagne devant Wout van Aert et Olaf Koy. T'as suivi? Il a suivi. Non, j'ai vu le résultat, je l'ai lu, mais j'ai pas pu voir la course, mais j'ai vu. En fait, il est sorti à 12 bornes de la fin, un peu en solitaire. Et il s'est fait peur sur la fin, rattraper quasiment une extrémiste sur la ligne, mais voilà, il a réussi à avoir la petite
terme cycliste, giclette pour remettre son coup dedans et passer devant. Parlons-en de la giclette. Et alors donc, excuse-moi là, juste pour terminer, t'as pleuré ? De quoi ? Quand t'as vu un Français gagner. Non, mais franchement, j'étais super content. Moi, Christophe Laporte, vraiment, j'adore ce coureur. Autant j'étais très critique envers lui parce que je trouvais qu'il allait pas au bout des choses. Voilà, il était un peu, peut-être, je sais pas, timoré ou quoi que ce soit. Depuis qu'il est à la Jumbo, il casse tout. C'était un bon coureur. Aujourd'hui, ça fait partie des cadres du peloton. On a un spécialiste vélo dans notre équipe. Il nous manque un spécialiste rugby. Tiens, tu l'as fait venir ce soir. Il nous manque un spécialiste rugby. C'est vrai qu'on y comprend. Non, mais d'habitude, quand on parle rugby, c'est Thierry qui parle. Là, on écoute, on passe des. Et Thierry te détruit l'équipe de. Voilà, pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'ai regardé l'émission en replay parce que j'étais pas là. Vous avez parlé du triplet de la Jumbo. Sur le classement général, un peu vélo quand même. C'est un très très bon billet d'ailleurs. Je vous félicite sur le classement général triplé. Bon alors. Ce week-end, c'était avec les nations qu'ils ont couru, mais les 3 premiers, c'est 3 Jumbo. Laporte, Van Aert, Olaf Koy. C'est la Red Bull du vélo. La puissance, mais moi, je l'ai dit, parce que j'ai regardé aussi l'émission la semaine dernière, et je l'ai mis dans les commentaires qu'aujourd'hui, le cyclisme. Non, mais j'ai dit, c'est monotone. C'est-à-dire que tu attends les 5 dernières bornes pour voir les mecs. Alors, j'ai vu ton commentaire, Fabrice. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. En fait, j'ai envie de te dire, ça dépend quel type de course et quel type de coureur t'as sur. On n'est pas de la même génération, c'est pour ça. Non, mais moi, j'ai commencé à suivre le cyclisme dans les années Vauclair, on va dire. Voilà, moi j'ai suivi les années Hinault, les années Merckx, les années Poulidor. Mais tu vois, les mecs qui partaient à 40 bornes, ils attendaient pas les 5 derniers kilomètres. Pour rebondir là-dessus, tu prends par exemple cette année le Giro, ça a été horrible. C'était insipide, c'était un très très mauvais tour. Tour de France, ça a été un très très bon Tour de France cette année. Tu vois ce que je veux dire ? Et la Vuelta aussi. Et la Vuelta, c'est un peu le scénario qui est un peu bridé, on va dire. C'est dommage que quand t'as 3 coureurs de la même équipe aux premières places. C'est dommage que le Belge, il ait eu un jour sans là. Et voilà, et mine de rien, Evenepoel qui a eu les amis, il y a Nathan qui va nous quitter parce qu'il a un train à prendre, donc il doit revoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil, j'ai passé meilleure soirée. Merci à toi, Nathan. Merci Nathan. Tu reviens quand tu veux, mais pas à ma place. Pas à ma place, j'en étais sûr. Alors Nathan, essaye, regarde par quel côté tu veux sortir, fais attention là en sortant de pas t'accrocher les pieds dans le câble. Voilà, Nathan qui était avec nous. Et dès que le GC Disper, tu peux revenir. En même temps. Voilà, merci Nathan d'être avec nous. On se retrouve le 9, on le retrouvera avec nous le 9 octobre à la reprise de notre émission. Du coup, comme je disais, voilà, par rapport au spectacle, au contraire, je trouve il y avait une période, l'époque de la Sky, tout ça, où c'était des courses très bridées, il n'y avait aucun spectacle. Je trouve que là, quand tu prends des Pogacar, des Evenepoel, des Van Aert, des Van Der Poel, c'est des mecs justement. Mais pourquoi peur de... Tu dis il y en a plusieurs. Ouais. Je pense que le tour de l'année prochaine va être sympa. Tu vois, je trouve que c'est des coureurs qui n'ont pas peur de se découvrir, tu vois, qui partent à 30, 40, 50 bornes de l'arrivée. Ouais, mais finalement, celui qui gagne, je trouve que c'est celui qui se découvre le moins, tu vois, moi cette année, le tour. Ouais. Je trouve qu'il a pas pris trop de risques. Il n'y a pas vraiment de vérité, parce que tu prends. Tu prends Evenepoel l'année dernière qui gagne Liège-Bastogne-Liège, il part à 40-50 bornes de l'arrivée. Tu prends un Pogacar sur l'Estrade Bianchi. Non, je parlais du tour. Je trouve que celui qui a gagné le tour, au final, c'est celui qui prend le moins de risques du tour. Quasiment. Ouais, après voilà, Vingegaard, il est moins dans le spectaculaire, plus dans l'efficacité. La régularité, efficacité. Tout à l'inverse, t'as un Pogacar, lui, voilà, parce qu'il est seul au monde. Parce qu'il est seul au monde, le pauvre. C'est un genre de coureur, voilà, qui. Moi, je trouve, on a une belle génération, je trouve. Je pense que l'année prochaine, avec les 3, ça va être sympa. Et l'année prochaine, voilà, justement, si tout se passe bien, Evenepoel qui devrait participer au Tour de France et on pourra avoir un gros duel. Je voudrais juste terminer, je sais que je suis un peu long. Non, parce je voulais juste parler d'un coureur qui s'appelle Sandy Dujardin, je sais pas si tu connais. Non. Je connaissais pas du tout et il m'a impressionné sur la course en ligne. C'est le cousin de Jean. Parce que justement on parlait de courses de mouvements de costaud. Trop facile. Donc t'as 10 coureurs qui se retrouvent avec du Pedersen, du Van Aert, du gros costaud, et t'as ce mec là, Sandy Dujardin, qui se retrouve, qui était équipier pour Laporte, mais qui se retrouve avec ces meilleurs là, et je le connaissais pas du tout. Il a 26 ans, il est à la totale énergie, il m'a vraiment impressionné. Et un dernier mot pour Thomas Voeckler quand même, le sélectionneur de l'équipe de France quand même, parce que depuis qu'il est Voeckler, voilà, très très bon coureur. Moi c'est celui qui m'a fait il avait du cœur, le cyclisme. Voilà, il a pris la tête de l'équipe de France en 2019, Thomas Voeckler, double champion du monde avec Alaphilippe, un championnat d'Europe avec Christophe Laporte, une fois vice-champion l'année dernière avec Laporte encore, et 2 fois vice-champion d'Europe avec Desmar. Donc Voeckler avec l'équipe de France, c'est la France qui gagne. C'est un meneur. Merci beaucoup. Bravo. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. On va terminer avec le basket. On reviendra dire un petit mot de nos invités. Et le basket, et tu nous as mis une belle phrase. Monaco et son effectif de prince déjà en tête de championnat. Eh oui. Bon, ils sont pas tout seuls. Ils sont 5 en tête. Mais la seule équipe qui a gagné 2 matchs à l'extérieur,
c'est Monaco. Et il faut dire qu'en plus, ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur avec 5 joueurs absents et non des moindres. C'est carrément. Il y a Kemba Walker, l'américain, 5 fois MVP quand même à l'époque. Bon. Oui, mais est-ce qu'il va être présent au moment, surtout lui? Lui, normalement, c'est pour l'Euroleague. Oui. Il le garde pour l'Euroleague. Hein. Mais il manque Jordan Lloyd quand même, le meilleur scoreur de l'année dernière. Donta Hall qui est blessé. Il manque Makoundou, qu'on voit peut-être pas trop souvent, mais qui est un joueur spectaculaire qui fera parler de lui. Enfin, il y a beaucoup d'absents. Vous avez déjà été voir des matchs basket à Monaco? Et ça marche. Monaco, tu as été déjà? Alors, pas à Monaco, j'ai été une fois en Antibes. Après, ma fille. Avec les Sharks. Ma fille est au club à Roquebrune, donc elle est à bloc dedans et moi je m'y intéresse. C'est vrai que c'est très sympa. Ouais. Moi j'étais voir à Monaco, j'avais jamais été, j'étais avec Thierry. Ouais. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Il te casse les oreilles. Ça joue bien, et puis je trouve que là vraiment il y a de plus. Ça fait quand même passer une grosse famille parce que le gymnase n'est pas très grand. Donc tout le monde se connaît bien, les joueurs ont l'air de bien jouer le jeu quand même parce qu'ils sont très sympas, ils viennent prendre des photos régulièrement, ils signent des autographes, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Et je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance. Si vraiment on arrive à continuer sur la même dynamique, puisque quand même il y a 2 ans on a failli aller au Final Four, l'année dernière on y a été, on finit 3e, on a fait Coupe Championnat, donc doublé. Là on est reparti pratiquement sur les mêmes bases, j'ai l'impression qu'en France on n'aura pas d'égal, même si l'Asvel s'est un petit peu renforcé. On verra en Euroleague surtout parce qu'il y a d'autres équipes qui poussent très très fort en Euroleague et là ça va être terrible. Mais la Roca Team c'est quelque chose quand même. Franchement, puis ça joue grave parce que les 2 matchs qu'ils ont gagnés, plus 25 au premier, presque 40 au deuxième, ils étaient seuls au monde. Quoi, hein. Moi je trouve que cette équipe elle arrive à fédérer en fait. Elle a une âme, elle arrive à fédérer. Même si ça, c'est pas péjoratif, ça reste du basket. Quand je dis ça c'est par rapport à une superficie du terrain. C'est sûr que tu remplis pas un parquet de basket comme tu remplis un stade de foot évidemment, mais je trouve voilà en plus Monaco fait partie des petits stades de basket, c'est mais c'est les petits. En Euroleague c'est le plus petit. Voilà, ouais, mais tu vois je trouve que voilà le public qui répond présent, il y a vraiment de l'engouement. Voilà, bon, je l'avais dit, mais l'année dernière j'ai eu la chance d'aller pour le 5e match contre Tel Aviv. C'était une ambiance incroyable, extraordinaire. J'ai passé une soirée exceptionnel en termes d'ambiance, de rythme de match, voilà, enfin de tout, enfin tous les ingrédients. Allez, tu me tends la perche pour l'ambiance, voilà, parce qu'on va arriver au bout de l'émission. On l'a déjà passé, hein, les amis, depuis 2 minutes. Oui, vous avez vu 3 minutes. T'avais dit qu'on pouvait s'autoriser maintenant. On déborde un petit peu ce soir. Voilà, on déborde. Je disais oui, donc tu parlais d'ambiance, effectivement, tu as raison, et j'allais revenir donc pour clôturer l'ambiance sur vos. Je reviens vers nos invités parce qu'on a quand même des invités ce soir. De prestige. L'ambiance sur vos prochains événements. Comment ça se passe l'ambiance? Mon cher Fabrice, allez. Moi, ça va être sportif, hein, festif, c'est-à-dire que ils arrivent fatigués quand même. Ils ont fait 16 km et 9 km. Oui, mais il y a de la bière maintenant dans le panier. Voilà, non, mais en plus, à l'arrivée, ils vont tous boire une petite binouse au bar des terrasses à Gorbio. Tu sais que la bière, c'est vrai que quand t'as couru, il faut prendre de la bière. Bien sûr que c'est très bon. Mais sans alcool. Les médecins te disent tu peux en boire. Ah, c'est vrai? Ouais. Pour récupérer, je parle. Hein. Moi, j'ai toujours bu avec alcool, moi. Tu peux boire avec alcool, mais pour une bonne récupération, il faut prendre une bière sans alcool. Moi, je bois de la bière, mais j'oublie de faire du sport. Mais voilà, non. Est-ce que sur le trajet, il y a beaucoup de gens qui supportent, qui encouragent les gens et tout ça? Non, malheureusement, parce que là, tu montes vraiment très vite dans les sentiers. Alors, les gens, il y en a ceux qui connaissent, les connaisseurs, oui, ils vont se mettre à plusieurs endroits. Parce que la chance pour les photos. Pour les photos. Mais non, c'est surtout l'arrivée qu'on a du monde. Ouais. Les gens ils restent sur l'arrivée. On essaie de faire justement des animations. En plus, le village de Gorbio, il est sympa. Voilà, là, on leur prête des vélos électriques. Le département vient avec des vélos électriques. Ça permet aux gens d'aller avec les vélos électriques un peu à droite à gauche, voir les coureurs passer. D'accord. Voilà. Et toi, comment ça va se finir? Comment ça va se passer encore là? Nous, alors déjà au club, on a déjà constaté un afflux important d'enfants à l'école de rugby. Donc ils veulent se licencier. Ça se passe très très bien. Ensuite, le 6 octobre, il y aura le fameux match France-Italie. On croise les doigts pour pas qu'il pleuve. Voilà, donc alors on croise les doigts pour pas qu'il pleuve, effectivement. Et puis bon, on invite tout le monde à venir nous rejoindre pour partager ce moment. On espère que les Bleus vont aller le plus loin possible et si possible, la gagner. Hein. Oui. Et puis juste, je terminerai sur le 7 et 8 octobre, où on a le tournoi de l'école de rugby Webellis. C'est le tournoi qui ouvre la saison, notamment au niveau des écoles de rugby des Alpes-Maritimes. Donc pendant 2 jours, on aura toutes les écoles de rugby du département au Val d'Ano qui viennent démarrer leur saison, et ce sera aussi 2 belles journées festives. Voilà, donc notre programme à court terme, c'est ça. Voilà, Val d'Ano, vous connaissez le Val d'Ano là? Vous avez déjà été? Oui. Génial. C'est au-dessus de la vallée de Gorbio. Enfin, c'est dans la vallée de Gorbio, non? C'est de la Madone. C'est sur le plateau qui monte vers Sainte-Agnès. T'as déjà joué toi, Mika, là-bas? Au foot, mais il y a bien longtemps. Ouais. Parce que le foot, c'est un moment qu'il a disparu, je crois, du Val d'Ano. Il n'y a que le rugby. Il y a bien 10-15 ans.
Je voulais juste rajouter une petite chose. Les loups blancs. J'ai oublié une petite chose. En fait, le trail de Gorbeau, il fait partie du challenge Trail 06. C'est un challenge des départements avec une quinzaine d'épreuves en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est. Ben merci d'être venu ce soir. Voilà, merci à vous d'être venu. Et puis vous savez que le sport, la porte est grande ouverte. Quand vous avez envie de venir, le gars il m'a appelé, Jean-Baptiste m'a dit je viens. Il m'a dit je viens et toi pareil. Donc vous venez quand vous voulez. Ah, t'es beaucoup ce soir. On chamboule un petit peu le programme, mais toujours. Mais voilà, donc des fois on survole un peu certains sports, mais le but c'est de parler de sport, de donner notre avis, d'un petit peu. Il n'y a que le sport qui peut nous permettre une communion pareille. On dira ce qu'on veut. C'est évident. Quel sport que ce soit, c'est toujours la joie. Il faut rallonger ton émission, Jean-Luc. 1 heure, c'est trop court. C'est vrai. C'est vrai que ça passe souvent court, ouais. C'est vrai, vous avez raison. On fera 1h30. On va commencer à pousser sur 1h30. Et encore, c'est parce que tu nous gères, parce que sinon là, jusqu'à 20h30, 45, on j'ai toujours l'œil sur la. Moi, j'ai un œil sur la pendule. Bon, on va commander les pizzas, on mange ici. On fait la deuxième mi-temps. Merci les amis d'être avec nous. Allez, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence. Il est 20h passé de 5 minutes, c'est le retour de la musique. Et puis à partir de 21h, bien sûr, vous le savez, c'est Funk Anthology. Bye bye à tous, merci. Bye. Fréquence Méditerranée à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune-Cap-Martin.